démarre l'enregistrement. Et je modifie la langue. Je ne sais pas pourquoi il met toujours automatiquement à l'anglais. Bonjour Maria Clara. Donc, voilà. Nous sommes assez nombreux. Je vais partager l'écran déjà. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et, nous sommes le 24 février 2022. Et là, je suis dans mon cabinet LNB. Ça fait 2 ans que je n'entrais pas dans ces bâtiments. Et je vous ai demandé les cours aujourd'hui parce que, comme je vous ai expliqué l'autre jour, la semaine prochaine, je serai chez mes parents, donc je préfère ne pas avoir les compromis de vous donner cours depuis chez eux. Peut-être que je peux avoir un souci quelconque. Donc, j'ai vu en fait, parce que je pensais qu'on avait déjà ces rendez-vous aujourd'hui fixés, mais comme il n'était pas fixé, et je vous ai dit que il va nous falloir un cours de plus parce que nous sommes en retard et je ne veux pas retirer un cours sur l'existentialisme. On aura cours aujourd'hui. Je vais poster, je vais partager ces documents plus tard. Et ici, vous voyez, j'ai fait les corrections comme s'il s'agissait d'un chronogramme papier. Donc là, nous sommes le 24 et on va parler, c'est notre premier cours sur le surréalisme. Et donc la semaine prochaine, pas de cours. La semaine du 8 mars, on finira la discussion autour du surréalisme. Donc la semaine après le carnaval, on aura cours mardi et jeudi pour compenser le cours de la semaine prochaine, mais pour avoir un cours de plus aussi. D'accord? Donc, cela dit, on entre déjà dans la discussion à propos du surréalisme. Je vous demande, tout d'abord, est-ce que vous connaissez à propos du surréalisme? Comme je vous ai dit l'autre jour, c'est un courant littéraire et artistique assez célèbre, connu, référencié. On fait assez souvent des références au surréalisme ou au terme surréaliste, surréel, etc. Donc, qu'est-ce que vous connaissez à propos du surréalisme? Ça peut être un mot, un artiste ou n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bien, dans mon cas, je connais un peu plus le surréalisme français parce que le surréalisme français a pris la figure de Sade comme figure centrale pour symboliser la transgression et la reconstruction d'une pensée, aussi la destruction d'une société très rigide. Et donc, il y a des artistes comme André Breton, André Breton, il y a aussi Man Ray, quel autre, Kiki de Montparnasse. Donc, il y a ces gens d'artistes qui ont pris l'esprit de Sade comme un représentant du, 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 du surréalisme français, spécifiquement. Voilà. Rodrigo, tu as étudié Sade dans ton recherche? Pardon? Est-ce que tu as étudié Sade dans tes études, etc.? Oui, Sade, c'est mon sujet de recherche. Ah, d'accord. Oui, parce que t'as bien, c'est pas trop on va dire le fil que j'apporte pour cette discussion, mais c'est un fil existant, important,
légitime et reconnaissable, surtout celui qui vient de Sade. Ça passe par Rimbaud et Lautréamont, qui est un poète, un écrivain du 19e siècle, moins étudié, au moins ici au Brésil. Au Brésil, nous avons une bonne référence de Rimbaud. Moi, je dirais aussi de Sade, n'est-ce pas? Et par contre, de Lautréamont, c'est très peu connu ici au Brésil. Et puis, ça arrivera au surréalisme. Moi, j'aime bien cette idée, et dans les débuts du cours ici, j'ai commenté avec vous un peu à propos de l'histoire littéraire, de l'influence littéraire, comment l'histoire littéraire n'est pas forcément linéaire. On n'établit pas les connexions de causes et conséquences comme dans l'histoire politique, n'est-ce pas? Et moi, j'aime bien la façon, je fais référence assez souvent aux frères Campos, aux immenses Campos, Auguste et Haroldo Campos, parce qu'ils ont cette vision je dirais, de la littérature ou de l'histoire littéraire comme une constellation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste regarde la tradition et il voit seulement certains aspects, ou certains écrivains, on va dire. Et donc, quand on pense au surréalisme et une influence précédente du surréalisme, c'est très intéressant de penser à cette connexion entre Sade, Lautréamont, Rimbaud, pour arriver au surréalisme. Moi, pour le cours que j'ai préparé, je me concentre plutôt sur, on va dire, la chronique, les moments présents du surréalisme, les moments présents de son développement, n'est-ce pas? Je ne travaille pas trop, au moins dans les cours ici, de chercher les références. Donc, Rodrigue, c'est bien de rappeler cette connexion historique du surréalisme. Et c'est important aussi de ne pas oublier la connexion avec les romantismes aussi. D'accord? Donc, au moment où on verra le romantisme, je vais vous rappeler le surréalisme en raison de certaines thématiques. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une connaissance ou quelque chose? Encore. Rodrigo a mentionné Man Ray, c'est un photographe de cette époque qui a, on va dire, côtoyé, comment je peux traduire ça? Rencontrer ces artistes-là ou fréquenter les artistes les plus connus du surréalisme, mais il était plutôt photographe et il a une série de photos de Marcel Duchamp. Et ce semestre, j'avais oublié cette référence. Le semestre dernier, j'avais mis une photo. Je vais le faire ici. 2 secondes. Je vais... voilà. Deux secondes. Voilà. Donc, je vais partager avec vous mon écran sur Google Images pour vous montrer un truc assez intéressant. Voilà, donc vous voyez ici, n'est-ce pas, la photo d'une femme, on dirait, n'est-ce pas? Et donc, je change l'image ici, encore une autre, n'est-ce pas? Et en fait, cette image, c'est une photo prise par Man Ray, mais la personne qui est là,
c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, l'artiste de l'urinoir, qui a été présenté dans un musée. C'est lui qui a fait le tabouret et la roue de bicyclette, très connu par ses headmade, ces objets déjà existants, en fait, qu'il réadapte pour un contexte artistique. Et il avait ce personnage, Rose, c'est la vie, et ça s'écrit avec, comme vous voyez ici en haut, E-R-O-S-E, c'est la vie, comme ça, comme S-E-L-A-V-Y, mais ça sonne comme Rose, c'est la vie, n'est-ce pas? Rose est avide. Et en fait, c'est un alter ego de Marcel Duchamp, un alter ego féminin. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant de ces côtés, je ne sais pas si je peux dire cross-dresser de Marcel Duchamp. C'est très intéressant et en fait, j'aime bien partager ces photos de Rose c'est la vie, Marcel Duchamp, parce que c'est la connexion entre Man Ray et les surréalistes, dadaïstes, etc. Donc, merci Rodrigue de me rappeler l'existence de ces photos-là. C'est toujours très intéressant. Donc, et je vous ai interrompu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager encore une référence, une idée à propos du surréalisme, ou je peux entrer dans la présentation? Non? D'accord. Donc, il y a plusieurs. Essayez de jeter un coup d'œil dans le fichier à propos du surréalisme. Donc, vous entrez dans le fichier du XXe siècle, vous cherchez surréalisme. Il y a plusieurs fichiers. J'ai mis un fichier avec des textes littéraires surréalistes, poètes et écrivains surréalistes. Aussi, j'ai mis une bibliographie complémentaire, c'est-à-dire critique qui étudie l'histoire ou certains aspects de ce mouvement. Et aussi, je pense qu'il y avait encore un autre, mais après, vous jetez un coup d'œil sur les fichiers et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Ça montre déjà la richesse de ce mouvement, la richesse bibliographique, c'est-à-dire la richesse à la fois de la production des écrivains, poètes et écrivains surréalistes, et aussi de la bibliographie critique. C'est un mouvement, comme je vous ai dit, peut-être le surréalisme, on peut considérer comme l'aboutissement de tous ces mouvements d'avant-garde. Aboutissement, c'est arriver à un bout, à une fin, c'est-à-dire la plus parfaite traduction de ces mouvements d'avant-garde. C'est-à-dire ils ont réussi à bouleverser la scène, ils ont réussi à proposer un changement de mentalité, de sensibilité, d'esthétique dans l'art, dans la littérature, dans la politique aussi, comme on verra, ils vont se rapprocher du communisme après aussi. Donc, c'est un mouvement qui va garder un aspect révolutionnaire, comme nous avons vu avec le futurisme et le dadaïsme. Par contre, il y aura, on va dire, un côté plutôt constructif. Je fais l'opposition par rapport au dadaïsme que nous avons vu dans le cours précédent, car il y avait dans le dadaïsme ce côté plutôt anarchique, destructeur. Je vous ai donné l'exemple de, juste, c'est pas un exemple, mais c'était, je fais une référence à la chanson de Captain Mister, contre tout, contre l'idée. C'était le but du dadaïsme, c'est d'attaquer toutes les institutions
les surréalistes, ils vont chercher d'autres repères, références, et ils vont construire quelque chose de nouveau au niveau de l'art, de la littérature, les procédures, et aussi un truc ou une information importante. Ils vont mettre en question certains fondements, certains principes de la littérature. Les plus importants, c'est la notion d'auteur. Donc, j'avais commencé à parler, mardi, à propos de l'aura de l'œuvre artistique et littéraire, a aura da obra literária artiste. Et en fait, avec les exercices de production littéraire que je vais vous montrer, je vais exemplifier aujourd'hui, ils ont mis en question l'aura du texte littéraire, l'idée d'inspiration de l'écriture, et aussi l'idée ou la notion d'auteur, parce que plusieurs textes sont collectifs ou ils ont plus d'un écrivain, parce qu'ils étaient faits, ils étaient produits à deux, à trois ou même à plusieurs. D'accord? Donc, nous avons la mise en question de la notion d'auteur, de texte littéraire, et j'avais dit, c'était pas, donc de texte littéraire, d'auteur, et par exemple d'inspiration. Donc, je partage, je pensais que j'avais partagé. Bon, voilà. Donc, je voudrais commencer par, ça c'est une suggestion de lecture. C'est une suggestion pas obligatoire, mais très fortement conseillée quand même. Vous avez ici le dictionnaire des genres et des notions littéraires. C'est un dictionnaire assez utile, je dirais. Et cette entrée-là sur le surréalisme est déjà disponible dans les fichiers du cours. Et donc, c'est un document un peu plus long. Il va faire plus ou moins 30 pages, mais il est assez complet à propos du mouvement. Donc ici, vous aurez un résumé assez complet et assez complet, d'accord, et détaillé, c'est ça. Et en plus, il est divisé en deux parties. La première partie, c'est écrite par Pierre Dubrinquet, et la deuxième partie, je vous montre ici, par Ferdinand Alquier. Et Ferdinand Alquier, j'ai un autre livre partagé qui est disponible aussi dans les fichiers. C'est celui-là, la philosophie du surréalisme. Donc, vous voyez, c'est un auteur d'un important livre sur le surréalisme, donc qui a écrit la moitié de cette entrée. En plus, si vous vous intéressez vraiment au surréalisme, il y a une bibliographie pas complète, mais assez généreuse. D'accord? Et donc, ça c'est la suggestion de lecture que je vous fais pour vous donner un contexte, un panorama assez détaillé du mouvement. Juste un survol ici, la conscience, le surréalisme dans son histoire. Donc, il va organiser les mouvements en périodes, donc 19 à 22, 22, 24, 25, 39, etc. Ça avance. Et puis, la partie, pour une philosophie surréaliste, donc la partie de Ferdinand Alquier, il va parler de la liberté de l'esprit, l'espoir, la révolte, la révolution, quoi d'autre, l'automatisme et le hasard. On va parler de tout ça aujourd'hui et dans le prochain cours. Ça, c'est juste pour vous montrer rencontre et révélation, la beauté et l'amour,
ce sont le hasard objectif, le souci philosophique. Voilà. Donc ici, vous avez une brève explication des aspects les plus fondamentaux du mouvement surréaliste. Et moi, en fait, je vais utiliser ici dans les exemples des textes, des textes de base, des textes premiers, des sources premières du surréalisme, fontes primaires, on va dire. Et donc, vous avez ici, en face de vous, la revue Nord-Sud. C'était une revue publiée à cette époque-là, une revue littéraire. Et donc, vous voyez ici, c'était le numéro 13, la publication. Je zoome. En mars 1918, nous avons donc un texte de Pierre Héberti, 3 poèmes de Max Jacob, Philippe Soupeau, qui est un poète surréaliste. Et je vais vous montrer ici aujourd'hui un livre qu'il a écrit à 4 mains avec André Breton, en utilisant certains aspects comme le cadavre exquis et aussi l'écriture automatique. Et voyons ici Tristan Tzara, celui du dadaïsme, qui fera la transition du dadaïsme vers le surréalisme. Comme je vous ai dit, mardi, peut-être la semaine dernière aussi, le dadaïsme, il a provoqué une révolution avec cet esprit anarchique. Par contre, ils sont arrivés vite fait, rapidement, à un bout, à une impasse. Donc, il y a eu cette migration un peu naturelle, je ne vais pas dire forcée, je vais dire plutôt naturelle, des dadaïstes vers les surréalistes. Et donc, pourquoi j'utilise cette revue? Comme vous savez, j'aime bien vous apporter des vieux trucs comme celui-là, parce que c'est le type de document qu'on arrive à télécharger sur Gallica. C'est un des sites, des plateformes que je vous recommande de faire la recherche. Et c'est toujours enrichissant de voir un document de l'époque sans être reproduction, on va dire, réédité, n'est-ce pas? Et en plus, dans ce numéro 13 de la revue Nord-Sud, il y a ce texte de Pierre Héberti, Mage. Et je vais commenter ici, mais je vais vous montrer comment la revue mélange texte avec des images. Je vais changer la position juste pour que vous voyez un peu mieux le dessin. Vous voyez, c'est une espèce de nature morte. Et c'est un dessin de Georges Braque. Et j'avance encore ici pour vous montrer un autre dessin. Il y a plusieurs textes. Et voilà encore un autre dessin de Braque. D'accord? Et je reviens ici, je change la disposition du texte. Donc, ce petit texte de Pierre Héberti sur l'image, il va être repris par Breton dans le premier manifeste surréaliste. Il va utiliser cette notion, cette conception de l'image poétique pour la production poétique surréaliste. Raison pour laquelle j'aime bien revenir au texte de Pierre Héberti et vous expliquer avec vous cette notion de l'image poétique. Et c'est intéressant aussi de voir la progression, la construction du mouvement surréaliste.
parce que je refais une ligne du temps ici avec. Donc, en 1909, nous avons eu le premier manifeste du futurisme. Nous l'avons lu, c'était ici. En 1913, je vous ai montré l'anti-manifeste, comment ça s'appelle? C'est l'anti-tradition littéraire, quelque chose comme ça. Je oublié le titre. C'était un manifeste presque un poème visuel d'Apollinaire. N'est-ce pas? Et puis, je vous ai montré la conférence d'Apollinaire sur l'esprit nouveau, qui datait de 1917. Et nous avons vu le manifeste, les deux manifestes dadaïstes, celui de Hugo Ball de 1916 et le manifeste dadaïste de Tristan Tzara de 1918. Donc, vous voyez 1909, 1913, 16, 18, 17, 18. Et là, nous avons cette revue Nord-Sud avec ce texte de Pierre Héberti de 1918 qui est sorti en 18. Et puis, on va commencer vers 1920 à s'organiser ou à organiser ces nouveaux mouvements. Et le premier manifeste surréaliste va être publié en 1924. Donc, vous voyez qu'il y a un certain écart de temps, n'est-ce pas? Par contre, moi, je dirais que le manifeste publié en 1924, c'est plutôt l'organisation des idées qui étaient déjà en circulation. N'est-ce pas? Comme je vous ai dit, pour vous donner un exemple, le livre de Mário Andrade, Paulo Sérgio Fayard, est un livre qui subit une influence surréaliste, surtout de l'écriture automatique. Et en fait, je vérifie. Je vérifie tout simplement voilà. Paulo Sérgio Fayard é uma coleção de poemas de Mário de Andrade publicada em 22. Et comme je vous ai dit, surtout les écrivains les plus célèbres du modernisme brésilien sont venus ou sont allés en France. Ils ont pris contact avec cette discussion, cette littérature, ces mouvements, la présence dans les cafés, les expositions, les musées. Donc, ils ont échangé avec ces contextes et ces artistes de l'époque et ils ont apporté ces idéaux critiques. Donc, vous voyez que pourquoi je fais ce détour. Pour vous dire que Paulo Sérgio Fayard est publié en 1922, c'est-à-dire 2 ans avant la publication du manifeste, le premier manifeste surréaliste d'André Breton. C'est-à-dire que le manifeste, c'est plutôt l'organisation d'idées déjà en circulation depuis un certain moment. D'accord? Les expériences surréalistes ont lieu à partir de 1919-1920. Donc, le manifeste, c'est plutôt cette consolidation d'une poétique. D'accord? Donc, il sera un peu différent du manifeste du futurisme qui proposait une nouvelle littérature. C'est-à-dire que le manifeste surréaliste, il invite ou il donne les règles d'une nouvelle production poétique, mais cette nouvelle production poétique est déjà en train de se faire. D'accord? Donc, voyons le texte de Pierre Héberti sur l'image. Ce texte de Pierre Héberti est cité directement, une citation directe, dans le manifeste du surréalisme de 1924. Voyons. Qu'est-ce que l'image? L'image poétique.
l'image est une création. Je suis voilà, c'est bon, très bien. L'image est une création pure de l'esprit. Ici, il faut comprendre l'esprit comme plutôt, d'accord? La capacité intellectuelle à penser, à élaborer des choses. Ce n'est pas l'esprit religieux, mystique. Não é um espírito religioso ou místico. Je vais fermer la porte ici parce que on est en train de travailler juste en dessous. Et voilà. Donc, l'image est une création pure de l'esprit. On va voir les mots purs par revenir dans le texte. Elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus ou moins éloignées. Donc, vous voyez que l'image est une création pure de l'esprit. C'est-à-dire, c'est une construction mentale, rationnelle en quelque mesure, désirée à partir, selon l'explication de Pierre Verdi. Elle ne peut naître d'une comparaison. La comparaison, je vais dire assez souvent, c'est la base de la métaphore. La métaphore peut être la figure poétique, la figure du langage par excellence. La figure du langage poétique par excellence. Ça n'existait peut-être pas de poésie sans la métaphore, mais on est capable de voir la poésie sans toutes les autres figures de langage. Et les fondements de la métaphore est la comparaison. On fait la comparaison entre deux choses. Assez souvent, le mouvement de la métaphore, c'est de rapprocher deux objets, deux choses à partir d'un élément commun. N'est-ce pas? Je vous ai donné l'exemple l'autre jour de cette fille est une rose, cette fille est une fleur, pour parler des points de contact entre la jeune fille et la fleur, c'est la délicatesse, la beauté, le parfum, quelque chose comme ça. Tout ça, on évoque tout ça quand on fait la comparaison, la métaphore, cette jeune fille est une fleur. Voilà. Ici, en fait, il va dire l'image ne peut pas naître une comparaison. Donc, l'image n'est pas une comparaison, n'est pas une métaphore. Elle est le rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Donc, on va chercher deux réalités à le mettre ensemble, deux réalités qui sont plus ou moins éloignées. Elles ne peuvent pas être complètement éloignées, mais dans une certaine mesure, il faut plus ou moins éloignées. Et je saute. Voilà, ici, il va expliquer encore cette idée de réalité plus ou moins éloignée, qu'elle ne peut pas être contraire, parce que deux réalités contraires ne se rapprochent pas, elles s'opposent. Donc, l'image ne peut pas être une opposition. D'accord? Mais le rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Et voyons, une image n'est pas forte parce qu'elle est brutale ou fantastique, mais parce que l'association des idées est lointaine et juste. C'est-à-dire, quand l'association des idées est lointaine et juste, c'est on reconnaît la distance entre les deux réalités, mais le rapprochement est juste, c'est-à-dire on reconnaît ces rapprochements. D'accord? Pour essayer de le faire un peu plus clair, au lieu de continuer, peut-être je vais vous donner un exemple.
Je vais chercher. Voilà. Je vais vous montrer quelques poèmes courts de Robert Esmos. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le texte ici. Je vais le lire tel quel. Des moules de mer, aux moules de mer, empruntent leur forme d'œil, homme ou télé. Donc, des moules de mer, aux moules de mer, empruntent leur forme d'œil, homme ou télé. Vous voyez, ça, c'est le poème. Et je vous explique. Des moules de mer. Moule, c'est un mot, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est un mot à plusieurs sens. On peut utiliser, par exemple, moule pour forme de pain de bolo. Mais moule aussi, par exemple, c'est une spécialité belge. Moule au fruit. C'est-à-dire, se não me engano, mexilhão, não é isso? Sim, é o mexilhão. Mexilhão, voilà. Et des fruits. Mexilhão com batata frite. Donc, moule de mer, parce que ici, nous avons cette orthographe mer, mar. Et c'est homophone, c'est la même prononciation de mer, mãe. N'est-ce pas? Donc, les moules de mer, os mexilhões do mar, je vais traduire pour laisser clair. Aux moules de mer. Ici, assez souvent, en raison de la forme de moule de mer ou en raison de la forme, on associe assez souvent les moules, le fruit de mer, à l'organe sexuel féminin. D'accord? Donc, ici, on pourrait traduire comme os mexilhões dos mares, poderia dizer as conchas das mães, quelque chose comme ça, ou as formas das mães, c'est possible aussi, n'est-ce pas? Empruntent leur forme d'œil. Emprunter, né, tomar emprestado, a sua forma de olho. Donc, vous voyez qu'on associe ici les fruits de mer à quelque chose de féminin, donc des réalités assez éloignées, n'est-ce pas? Le corps féminin et un fruit de mer. Et puis, il va dire, empruntent leur forme d'œil, on toma emprestada a forma de olho. Homme, oule, délai. Donc, homme, tout simplement, et oule comme onde, né? Oule délai. Vous voyez qu'il manque quelque chose ici. Donc, il y a une interruption du texte, du verbe, du rythme. Et c'est à nous de compléter cette idée-là. Et moi, je ne sais pas, je pense, moi, ma façon de lire ce poème, c'est comme un poème érotique, sexuel, en quelque mesure. Donc, il associe cette idée de fruits de mer avec la femme, la forme d'œil, en plus, à tout ce qui est érotique, ça a un rapport avec le regard, n'est-ce pas? Donc, le regard, c'est ce qui fait... en fait, le regard, c'est une composante, un élément de l'érotisme. Et puis, homme, oule d'aimé, et moi, je pense, moi, personnellement, je lis cette idée d'oule d'aimé, de onde de amar, comme un rapport sexuel, l'acte sexuel, n'est-ce pas? Donc, vous voyez,
ici, dans une certaine mesure, la mise en pratique de cette idée de l'image poétique. J'ai un autre poème ici. C'est ça le poème. Le poème est trop court. Et j'aime bien parce que c'est ce genre de poèmes qui sont une espèce de coup de poing, n'est-ce pas? Quasi un saut direct que j'ai pris. Donc, aïe de ton œil, je t'aime à cause de cela. Aïe de ton œil. Vous voyez aïe de teu olho, e eu te amo por causa disso, ou em razão disso, ou por causa disso, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici les deux réalités, encore une fois, rapprochées. L'ail, l'ail et l'homme. Et il faut se demander, en fait, vous voyez, ça crée une image insolite, différente, bizarre, non attendue, non espérable. Vous voyez? Et donc, il faut se mettre à travailler pour essayer de comprendre quelles sont ces deux réalités ou pourquoi ces deux réalités éloignées ont été rapprochées dans le poème. N'est-ce pas? L'idée de l'ail et de l'œil. Évidemment, il y a la question de la sonorité. Aïe, œil. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Je ne sais pas, moi je pense que tout ce qui rapproche la cuisine, l'essence et l'œil, ça rend quelque chose érotique, à mon avis. Et en plus, le vers suivant, je t'aime à cause de cela. Et en plus, c'est intéressant, vous voyez comment ça nous mène à réfléchir à propos du poème. Comme vous savez, à cause de, en général, ça introduit une cause négative, n'est-ce pas? Parce que si c'est une cause, ça c'est un cours de français, de grammaire. Si c'est une cause positive, c'est grâce, n'est-ce pas? Par exemple, je suis arrivé à l'heure grâce à mon voisin. Pas? Donc, je suis arrivé à l'heure, c'est un bon motif. Et la raison, c'est une raison positive grâce à mon voisin qui m'a appelé ou qui m'a prêté sa voiture ou quelque chose comme ça. Donc, je suis arrivé en retard à cause de la pluie ou je suis arrivé en retard à cause d'un accident. Donc, vous voyez, ça introduit une cause négative. Et donc, l'ail de ton œil, je t'aime à cause de cela, peut-être ce rapprochement entre l'ail et l'œil, c'est pas bon, n'est-ce pas? Si c'est à cause d'eux, donc peut-être, je sais pas, il y a quelque chose dans ce regard qui sent mauvais, tá? Alguma coisa nesse olhar, nesse olho que cheira mal, comme l'ail, ou sa forme, tout simplement, ou la sonorité qui n'est pas bonne. D'accord? Voilà. Donc, je reviens au texte de Pierre Révery. Ça, c'était pour laisser cette idée de l'image poétique moins abstraite. D'accord? Donc, l'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Deux réalités contraires s'opposent, elles ne se rapprochent pas. Et une image n'est pas forte parce qu'elle est brutale et fantastique, mais plutôt parce que l'association des idées est lointaine et juste. Je vous ai montré des poèmes avec des idées assez lointaines et juste dans la mesure où ça se fait, ça se conforme parfaitement. D'accord?
Moi, je dirais juste ici, dans le sens où c'est propre, c'est sous mesure, d'accord? Sobre-medida. Et on avance. Ici, il va parler de l'émotion. Donc, ce qui est grand, ce n'est pas l'image, mais l'émotion qu'elle évoque, qu'elle provoque, pardon. Si cette dernière est grande, on estimera l'image à sa mesure. Donc, l'objectif de l'image poétique, c'est de provoquer une émotion. Ce n'est pas un exercice de virtuose. D'accord? Ce n'est pas pour dire quel est le poète qui provoque ou qui est capable de créer les images les plus ensoleillées. Non, c'est celui qui crée des images qui sont capables de nous émouvoir. Donc l'émotion, c'est la raison d'être de l'image poétique. Il dira ici, l'émotion ainsi provoquée est pure. Vous voyez que nous avons les mots purs encore une fois ici. N'est-ce pas? L'émotion provoquée est pure. Moi, je pense cette émotion pure, c'est-à-dire elle n'a pas de traduction, elle n'a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que l'image poétique, vous voyez, peut-être je fais une faute. C'est toujours une faute d'expliquer un poème, n'est-ce pas? Et moi, je suis peut-être un peu trop obsessif du sens, né? Tem uma certa obsessão pelo sentido, et je finis par essayer d'expliquer les poèmes. Mais on va dire que les poèmes sont pour être lus, écoutés, sentis, et pas forcément expliqués. Et donc, quand il dit ici, l'émotion ainsi provoquée est pure, c'est ça qu'il faut chercher dans le contact avec la poésie, la pureté de cette sensation. N'est-ce pas? Par exemple, moi j'aime bien la chanson, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. J'aime bien le début de cette chanson de Caetano Veloso, Queridos. Ça commence comme ça. Onde queres revólver, sou coqueiro. Vous voyez là, c'est ça. Pas besoin d'expliquer. Essayez de rester avec la sensation qui se rapproche, ce rapprochement de revolver et coqueiro, vous révèle, vous montre, vous évoque. C'est ça, en fait, qu'il faut chercher. Et essayez de garder la sensation de l'émotion provoquée et pas l'explication du texte. D'accord? Tentem não procurar a explicação do texto, mas tentem conservar ou pelo menos guardar uma memória do que essa imagem evoca, provoca em vocês e você sente. Né? Onde queres coqueiro, onde queres revólver, sou coqueiro. Só um exemplo. Tá? Et assez souvent, je vais vous montrer encore une autre chose ici. Du chant. De biciclette. Page. Et voilà. Je vais faire référence à cette image-là. Donc, vous voyez ici à droite Marcel Duchamp avec la roue des bicyclettes. Cette œuvre de Marcel Duchamp. Et vous voyez que nous avons ici une roue de bicyclette accrochée à un tabouret. N'est-ce pas? Et en fait, on explique, ou je ne sais pas vous donner la référence de Marcel Duchamp, mais il a dit
quelque part, que un objet comme celui-là, en fait, il est un artiste. Je vous ai parlé au début, quand je vous ai parlé de Murray et Rose Selavi, de ces objets faits, n'est-ce pas, les handmade de Marcel Duchamp. Vous voyez que dans ces cas-là, c'est différent de l'urinoir. L'urinoir ou l'urinoir, c'est un objet qu'il a pris et puis il a changé le contexte. Il a retiré la toilette ou des toilettes et il l'a mis dans une galerie ou dans un musée. Mais l'objet a gardé son aspect, sa forme. Ici, nous avons l'assemblage, l'association de deux objets, la roue de bicyclette et les tabourets. Et en fait, Marcel Duchamp explique cette œuvre comme il a enrichi le monde. Il a mis dans le monde un objet qui n'existait pas. D'accord? Donc, quand il propose cette association des deux objets existants, il fait un troisième qui n'existait pas avant. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de penser à cette idée de la création d'un objet nouveau comme l'image poétique que, dans sa pureté et dans sa potentialité, elle est capable de créer une sensation chez nous qu'on n'était pas capable de l'avoir ou on l'avait jamais eu avant. D'accord? C'est ça, en fait, qu'il faut chercher. Et donc, vous voyez que ce genre de littérature, ici, elle vient pour changer la sensibilité, pour changer la façon de sentir. Donc, elle va faire opposition à un type de littérature qui suit les normes, un type de littérature qui reproduit une façon de faire. Donc, l'émotion ainsi pure poétiquement, parce qu'elle est née en dehors de toute imitation, de toute évocation, de toute comparaison. Donc, l'émotion provoquée par l'image pure poétiquement, dans le sens poétique, parce qu'elle est née en dehors, fort de l'imitation, évocation et comparaison. Et puis, il y a la surprise et la joie de se retrouver devant une chose neuve. C'est ça, en fait, la sensation que je vous ai demandé de chercher. N'est-ce pas? La surprise et la joie. Surprise, il y a l'alegria de se trouver devant une chose neuve. C'est ça. N'est-ce pas? Souvenez-vous, là, il y a ces avant-gardes, en fait, elles ont complètement changé la dynamique de l'art, la démarche de la production littéraire et artistique. Avec Antoine Compagnon, au début du semestre, quand j'ai commenté un texte de Compagnon du livre Les 5 paradoxes de la modernité, j'avais parlé de la religion du futur. Souvenez-vous de cette expression, la religion du futur. Et donc, vous voyez, ça c'est quelque chose qui commence au XIXe siècle. On verra encore dans ce semestre avec Charles Baudelaire et sa conception de la mode, les vêtements, etc. Elle a un côté éternel et un côté contingent, c'est-à-dire qui change. Et oui, je fais la référence à Baudelaire parce que quand on arrive aux avant-gardes, futurisme, dadaïsme, surréalisme, cubisme, etc., on va entrer dans une dynamique dans laquelle
on radicalise cette quête, cette recherche du nouveau, essa busca, essa procura do novo, n'est-ce pas? Vous voyez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde presque jetable. O mundo, diga-se, as coisas são descartáveis, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, como é que chama aquela boneca, uma boneca redondinha, que a gente embrulha? Nossa, sapena? Matrioska? Não, matrioska é a russa, não é não? É a russa. Qual que você está falando, Daniel? É uma de criança, uma que vem uma bolinha assim, a gente vai desembrulhando, aí tira os acessórios da boneca. Não sei. Ninguém é pai e mãe de menina? LOL. LOL. LOL, não é isso? Isso. Voilà, LOL. Eu tinha pensado em LOL, mas LOL é um jogo também, não é? Também. Ah, d'accord. C'est pour ça que je n'avais pas parlé de LOL. Par exemple, j'ai entendu parler des amis qui sont pères et mères, parents de filles, parce que on a toujours l'habitude de donner des poupées aux filles et d'autres jouets aux garçons. Et on m'a dit que c'était terrible, cette poupée, parce qu'elle est très chère. Elle était à la mode, c'était une tendance récemment. Et les jeunes filles, les petites filles demandaient comme cadeau une poupée LOL. Et puis, dès qu'elle l'ouvrait et on va dire dépaquait la poupée, c'était ce qui était cool, c'était la surprise de dépaquer, de ouvrir la poupée. Une fois ouverte, elle perdait tout son intérêt et les petites filles demandaient encore une autre. C'est comme Kinder Ovo aussi. Le chocolat n'est pas bon. Moi, je n'aime pas Kinder Ovo, le chocolat. Mais on achète un et puis on veut un deuxième parce qu'on est intéressé à cette surprise. N'est-ce pas? Et donc, cette poupée LOL était plus ou moins pareille. Il me semble, elle n'était pas intéressante à jouer avec. Par contre, l'intérêt, c'était tout simplement de la dépaquer, de voir ce qu'il y a dedans, et puis ça perdait l'intérêt et on dirige l'intérêt à la nouvelle poupée qui sera une surprise. Et une fois finie la surprise, on la rejette, on la jette et on cherche une nouvelle. Donc, ici, vous voyez, il y a là la surprise. On parle ici d'une image poétique. Mais vous voyez que toute image poétique, si elle est répétée à l'exhaustion, à la fatigue, elle va perdre la puissance, elle va perdre la valeur, elle va perdre la capacité de surprendre. N'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple qui est devenu une idée commune dans les débats politiques. Assez souvent on dit, né, a gente está ali falando, sei lá, mal de governo. Ah, mas não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Peut-être la première personne qui a utilisé cette image, ça a été génial. On a dit, ah, c'est quelqu'un de très intelligent, très capable. Et on le répète à chaque débat, à chaque interview à la télé, il y a quelqu'un qui dit, ah, não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Donc, ça devient banal, n'est-ce pas? Donc, le but du poète, c'est de chercher chercher de nouvelles images à chaque poème ou à chaque livre. Ou, je sais pas. C'est pour ça qu'assez souvent, on va associer le poète à l'image du mythe de Sisyphe. Au mythe de Sisyphe, celui qui fait monter un rocher
une grosse pierre sur la montagne, et puis le rocher redescend et il recommence sa tâche éternellement. N'est-ce pas? Donc, la tâche du poète, c'est celle-là, du poète moderne, n'est-ce pas? De chercher toujours à nous émouvoir, à nous surprendre avec une nouvelle image. Parce que si on commence à répéter les images, ça se perd. Ça perd la puissance, la valeur, etc. D'accord? Je cherche ici se não me engano, eu acompanhei bastante uma época o Marcel Camelo, do Los Hermanos, depois os 2 primeiros discos solo. E se não me engano, ele estava entrando em imagens muito parecidas em músicas diferentes. Como faz muito tempo que eu não ouço, eu não tenho lembrança aqui para dar exemplo para vocês. Mas tem alguma coisa aí. O seu Jorge também, foi um outro exemplo que me veio. Pensem no perfil das músicas, né? A burguesinha, a mulher do amigo meu, que mais? Carolina. Se vocês olharem, principalmente essas músicas dele que falam de mulher, tem uma coisa muito comum em todas elas. Juste pour, et là, je parle plutôt des thématiques, mais pas forcément d'images. D'accord? Mais si on cherche dans ces chansons, on sera capable d'identifier des images répétées. Moi, je pense que Seu Jorge, par exemple, il a beaucoup perdu de son inspiration. Donc, on a l'impression que ce qu'il fait, c'est tout simplement pour vendre. D'accord? Voilà. Et pour vous donner encore un exemple de la musique populaire, vous voyez Chico Buarque, il me semble qu'il sort un nouvel album à chaque 5 ans, 7 ans. Et on écoute, et assez souvent, on trouve des trucs nouveaux. Il arrive à faire des trucs nouveaux. Mais récemment, il a fait polémique avec une chanson qui était... vocês devem lembrar dessa polêmica com o Chico Buarque, que ele falou numa música, acho que por você, largo mulher e filhos, alguma coisa assim, e aí virou uma polêmica falando, tá, é claro, sempre a imagem do homem que abandona a mulher e os filhos para viver um outro amor. Donc, nesse caso, vocês veem que tem uma imagem muito repetida. Né? Não é bem uma... Não sei se eu diria que é uma imagem no sentido do que é reverdido. Mas vocês veem que tem ali um lugar comum. E ainda mais, um lugar comum que não condiz com a sensibilidade do momento. N'est-ce pas? Parce que la sensibilité du moment présent qu'on vit, maintenant, c'est d'appeler les hommes, les pères, à la responsabilité du foyer, de la présence avec les enfants, etc. Donc, vous voyez, là, c'était déplacé, c'était hors de contexte. A música do Chico acabou sendo deslocada, fora de contexto, parce que você tem une image dépassée. N'est-ce pas? Donc, revenons au texte. L'idée de l'image, rapprochement de 2 réalités plus ou moins éloignées, on cherche l'émotion et il y a la surprise, la joie de se trouver devant une chose neuve. Et ça, cette idée, cette quête, cette recherche du nouveau, c'est une marque de la modernité depuis le 19e siècle, mais mise à sa radicalité au début du 20e siècle. Voyons. L'esprit seul a saisi les rapports. Cette page-là n'a rien
écrit le texte, le dessin de Braque. Ici, c'est intéressant aussi. Je n'ai pas tout souligné, mais l'esprit doit saisir et goûter sans mélange une image créée. Ici, c'est plutôt du côté de la réception. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. L'esprit doit saisir, capter, capturer, tenir dans la main l'image et goûter sans mélange une image créée. Donc, o espírito, né? O espírito aqui como essa coisa mental de entendimento, e não espírito religioso, como já dito tout à l'heure. Então, né, essa capacidade nossa de segurar, de captar et de goûter, expérimentar, dégustar, sans mélange d'image créée. Donc, vous voyez que le but de l'esprit, ce n'est pas d'expliquer l'image, mais de saisir l'image. A ideia, então, é de pegar, capturar a imagem, e não necessariamente transformar ela numa explicação racional. C'est difficile. Moi, je pense, comme je vous ai dit, je suis un obsédé de l'explication de texte. Et moi, j'ai du mal avec la poésie parce que j'ai la tendance à vouloir l'expliquer. Et expliquer la poésie, ça finit par... on peut comparer avec expliquer une blague. Quando a gente explica uma piada, a piada perde a graça. Et le poème, il fallait penser ça, à ça aussi. Et je pense que assez souvent, c'est nous à l'école, à l'université, c'est de notre faute. On doit vous demander comment on ne peut pas évaluer votre capacité à saisir l'image ou le sens d'un poème, on vous demande de l'expliquer. Et on évalue l'explication du poème et comme ça, on fait ce qu'il ne fallait pas faire. N'est-ce pas? Donc, pour rester pur, cette poésie exige que tous les moyens concourent à créer une réalité politique. Donc, c'est pas, et quand on parle ici de réalité politique, c'est pas l'imitation du monde réel. La réalité politique, la réalité poétique, c'est une réalité créée dans le poème, ou à partir du poème. Avançons, voyons s'il y a... Non, le texte termine ici. Non, ici c'est une autre chose. C'est un texte de Sarah, si je ne me trompe pas. Non, oui, c'est un texte non, c'est de Pierre Verdi, qui commente la tradition. Et moi, en fait, je suis ici parce que ça m'intéresse à commenter aussi. Il s'agit de continuer et pas de recommencer. En fait, il va faire cette critique pour parler du rapport à la tradition. Et vous voyez que l'idée de continuer et non recommencer, c'est si on recommence la tradition, c'est comme si on reculait dans le temps et on reprend d'où c'était dans le passé. Ça, c'est recommencer. Et si on recommence, on va finir exactement où on sait. Par contre, il dit qu'il s'agit de continuer, c'est-à-dire on va prendre où ils se sont arrêtés et on va avancer un peu plus. Donc, il y a une continuité, il y a un point de contact entre ce que nous faisons, la production politique de maintenant, avec la tradition, mais on propose quelque chose de nouveau. Par exemple, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer dans les poèmes d'Apollinaire. Donc, peut-être j'ai mis en relief plutôt le côté moderne de la poésie d'Apollinaire, mais il y a tout un lyrisme, une façon de voir l'amour qui appartient à la tradition.
littéraire, poétique, n'est-ce pas? Mais il continue, il avance. Et puis, ici en bas, il dira, voilà, une sensibilité nouvelle n'est rien en soi si le résultat n'est pas une production neuve. C'est-à-dire que ici, il met, on va dire, d'abord, ça existe, une sensibilité nouvelle, et la sensibilité nouvelle produit quelque chose de nouveau. Né? Ele está colocando nesses termos. Primeiro vem, aquela história, né? Eu que vou complicar aqui. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Veio antes, o ovo ou a galinha? On ne sait jamais où ça commence. Mais Pierre Réverdy, ici, il dit qu'une sensibilité nouvelle n'est rien en soi si le résultat n'est pas une production neuve. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle sensibilité, ça doit résulter d'elle une nouvelle production. Mais moi, je mets une autre idée ici. C'est que quand on produit quelque chose de nouveau, on va produire aussi, par conséquent, une nouvelle sensibilité. En fait, il y a un cercle ici. La nouvelle sensibilité, et la nouvelle sensibilité, pour se plaire ici, ça fait partie de ce moment de l'humanité, des gens, de nationalités, de pays, de culture, etc. Ce sont les moments de transition. Vous voyez, je me souviens plus de qui est la chanson, la phrase. Je crois que, je ne sais pas si c'est de Marx ou de... je ne sais pas si c'est de Marx ou de Feuerbach, ou je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça. O velho já morreu e o novo não nasceu. Je vérifie ici. Si je... O velho... Voyons ici. Non. Ah, voilà. Achei uma referência aqui, estou olhando rápido para não atrasar a aula, mas o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Je crois que c'est ça la phrase. Voyons ici, mais j'ai l'impression que cette phrase appartient à Marx ou à Engels. Je ne suis pas sûr. Je vis ici, é o título de um livro da Nancy Fraser, mais je pense que oui. Ah, não, vá lá. A frase Fraser argumenta que esses são sintomas da morte da hegemonia do neoliberalismo no momento em que, como Gramsci diz, Gramsci, sabia que estava no marxismo. O velho está morrendo e o novo não pode nascer. Ce moment-là de cette phrase de Gramsci en français, c'est un peu ça. O velho está morrendo e o novo não pode nascer, né? Ainda não é possível nascer. C'est le moment où nous avons une nouvelle sensibilité, mais cette nouvelle sensibilité n'est pas encore n'est pas encore représentée dans une nouvelle production. N'est-ce pas? Par contre, pensons ceci. Assez souvent, les écrivains, les artistes, ils sont les moteurs de ces changements de sensibilité. Ils sont peut-être, comme disait Ezra Pound,
l'idée de les poètes sont les antennes de la société, c'est-à-dire qu'ils ils captent les changements, la sensibilité, l'esprit de la société. Donc, ils transforment, ils traduisent cette nouvelle sensibilité dans une nouvelle forme. Mais pour les lecteurs, quand le lecteur ou le spectateur prend contact avec cette nouvelle forme, il va changer aussi sa sensibilité petit à petit. D'accord? Vous voyez, pensez par exemple à la naissance du rock. Le rock, au début, c'était pas tout le monde qui aimait le rock dans les années 50, 60. Pas? Regardez les premières vidéos de Rolling Stones, par exemple. Il y a des gens qui regardent un peu bizarre, n'est-ce pas? Et peu à peu, ça change la sensibilité, on se rend plus sensible et plus réceptif au rock. Et aujourd'hui, le rock fait partie de notre identité historique, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'était ça. Et je termine là la discussion autour de l'image de Pierre Verdi. Et en fait, ce que j'ai ici à vous montrer, et Pierre Verdi, en fait, il est poète. Et j'ai ici quelques livres de Pierre Verdi. Donc, j'aime beaucoup ce livre, Les ardoises du toit. Et je vais parce que moi, personnellement, peut-être les cours vont montrer un peu ça. André Breton, c'est la figure la plus importante du surréalisme, du mouvement. Par contre, moi, j'aime pas trop sa production littéraire. Et moi, j'aime plutôt Pierre Verdi, j'aime Robert Desnos, l'autre surréaliste aussi important, Paul Éluard et René Char. Ce sont des poètes, à mon avis, qui arrivent à sortir de ce côté, comment je peux dire, de l'élaboration du mouvement et passer à une production politique intéressante. Et Aragon et Breton, moi, personnellement, j'aime pas tant que ça. Donc, je vais vous montrer ici un poème de Pierre Verdi que j'aime bien. De ce livre, Les ardoises du toit. Vous voyez, il y avait cette connexion entre Braque et Pierre Verdi dans les livres aussi. Ici, ce n'est pas une revue, c'est un livre, d'accord? Voilà. Donc, ce livre, il est intéressant parce qu'il y a une certaine unité autour des poèmes. Il part les poèmes au pluriel partent d'une connexion avec les foyers, la maison, d'accord? Et donc, le livre s'appelle Les ardoises du toit, as ardosas do telhado, n'est-ce pas? Je ne sais pas la région d'où vient Pierre Verdi, mais surtout, il y a quelques endroits en Europe, je sais qu'en France, dans la région de la Bretagne, c'est assez commun d'avoir ces genres de toits telhados com plaquetas de ardose, d'accord? Et donc, je vais vous montrer ici peut-être c'est mieux comme image poétique que les deux poèmes de Robert Desnos.
Donc, voyons le poème. Vous allez voir la simplicité du poème et la puissance de l'image poétique. Sur chaque ardoise qui glissait du toit, on avait écrit un poème. La gouttière est bordée de diamants, les oiseaux les boivent. Donc, sur chaque ardoise qui glissait du toit, então sobre cada ardoise que escorregava do telhado, on avait écrit un poème. Então, tinha-se escrito, ou a gente escreveu um poema. La gouttière est bordée de diamants, né? A gouttière seria calha, né? Deixa eu verificar aqui. Se os meus contatos é calha. Calha do telhado, né? Onde desce a água. Deixa eu só ver aqui uma possibilidade de tradução. Gouttière. Aqui está dando como goteira ou cano de escoamento. Seria calha. Tá? Donc, la gouttière est bordée de diamants. Selon l'image, il vaut mieux penser à calha. Parce que la gouttière est bordée de diamants. Né? A calha está bordada ou é bordada de diamantes. Les oiseaux les boivent. Os oiseaux, os pássaros, os bebem. Donc, vous voyez ici, peut-être si on prend, me voilà à essayer d'expliquer le poème. Je réduis la page ici pour que vous le visualisiez complètement. Donc, sur chaque ardoise qui glissait du toit, on avait écrit un poème. La gouttière est bordée de diamants, les oiseaux les boivent. Donc, j'ai mis ici dans la boîte, c'est un poème descriptif, et nous avons une image photographique, n'est-ce pas? On est capable de visualiser le toit avec peut-être la pluie ou quelque chose comme ça, les oiseaux qui jouent avec de l'eau, qui boivent de l'eau, etc. Ça, c'est une image aussi, mais une image plutôt descriptive, visuelle. Par contre, au niveau de l'image poétique, aussi, surtout cette idée de la gouttière bordée de diamants et les oiseaux les boivent. Penser à ces rapprochements de réalité plus ou moins éloignées. Elles ne peuvent pas être opposées. Voyons encore un autre poème. Je pense que c'était d'autres. Je voudrais un poème plus court. Non, ça va, je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, je vous invite à lire un peu librement des poèmes de ce livre. C'est un très beau livre et donc, comme je vous l'ai dit, il est disponible dans le fichier. Ça, je sais pas, c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est intéressant. Voilà. Et je cherche des motifs à vous convaincre à lire ce livre. En tout cas, mardi, on m'a demandé sur l'activité sur les avant-gardes. Il est fort probable que je vais retirer un poème de ce livre et vous demander de réfléchir à propos de cette question de l'image poétique et aussi des avant-gardes, etc. Donc, à un moment donné, vous serez quand même invité
de force à regarder ou à lire un peu ces poèmes-là. Donc, je vais sauter, je ne vais pas parler trop de Pierre et Verdi, et je vais entrer dans l'expression d'André Breton. Voilà. Ici, nous avons ce livre-là, il est aussi disponible dans les fichiers. C'est Manifeste au pluriel, Manifeste du surréalisme. Le premier, le second et plusieurs autres textes de André Breton. Donc, tout d'abord, vous voyez ici, vous voyez là, le manifeste du surréalisme de 1924. Donc, je ne vais pas tout lire quand même, mais j'ai quelques extraits ici choisis à commenter avec vous qui montrent un peu l'esprit du surréalisme. J'ai choisi de commencer à partir de Pierre et Verdi en raison de l'importance de cette notion de l'image pour la poésie surréaliste. Par contre, le surréalisme dépasse cette idée de l'image poétique. Et on verra dans ces mouvements du surréalisme, tout d'abord, une recherche de la liberté totale, la liberté de production, la liberté d'écriture, sans respecter les normes, les obligations littéraires existantes jusqu'à cette époque-là. Donc, on cherche une liberté totale d'expression. En plus, comme ils sont connectés avec le moment dans lequel ils vivent, ils vont faire leur lecture de la psychanalyse de Freud. Donc, il y a quelques exercices d'écriture qui vont jouer avec la question de l'inconscient, l'association d'idées, le rêve, l'inconscient, etc. D'accord? Donc, on va retrouver dans ces mouvements cette recherche de la liberté d'expression. Et liberté d'expression ici, c'est pas, ne prenez pas dans le sens politique d'exprimer ses idées, mais c'est d'échapper aux normes littéraires existantes, c'est-à-dire trouver de nouvelles façons d'écrire. Donc, ils vont utiliser un des exercices, c'est la description des rêves, c'est-à-dire de dormir toujours avec un petit carnet à côté du lit, et dès qu'on se réveille la nuit, on transcrit le rêve pour le récupérer après dans ça. Et vous voyez que une chose intéressante aussi, c'est que le rêve était important pour le romantique aussi. On verra surtout avec Victor Hugo, la question du rêve, de la poésie romantique. Mais pour les surréalistes, parce que le rêve pour les romantiques va nous donner cette idée de la fantaisie. Pour les surréalistes, c'est l'accès à l'inconscient de la psychanalyse. N'est-ce pas? Donc, et en plus, cette idée de chercher la poésie dans le récit du rêve, c'est de chercher dans l'inconscient la poésie pure, la pureté de la poésie. Il faut penser qu'elle est dans ces manifestations de l'inconscient. Encore, le rêve, le récit des rêves, l'association libre, comme on fait dans les séances de psychanalyse, l'écriture automatique,
l'écriture automatique, c'est André Breton décrit ce qui est l'écriture automatique dans le manifeste comme vous devez jeter sur le papier tout ce qui vient à l'esprit, tout ce qui vient dans la tête, au plus vite possible dans le papier. Il faut le faire tellement vite que vous n'êtes pas capable de penser à ce que vous écrivez. Et vous jetez sur le papier tout ce qui vient dans la tête. D'accord? Un autre exercice, c'est le cadavre exquis. Je vais vous montrer ici un cadavre exquis. Pourquoi ça... Voilà. Je vais vous montrer une image pour vous expliquer ce qui est le cadavre exquis dans la poésie. J'arrive pas à zoomer ici. Attendez. Peut-être si j'entre sur la page du musée. Pourquoi j'essaie de zoomer, réduire l'image? Ouais, est-ce que vous êtes capable de voir cette image-là? Oui, non. Oui. D'accord, merci. Donc, vous voyez ici, il y a un dessin. Ce dessin-là est de Frida Kahlo. Et vous voyez que ici, il y a la tête de Diego Rivera, son compagnon. Il y a le tronc ici, le torse d'une femme, et puis avec un balai ici, et puis les jambes. Peut-être que ce n'est pas possible de voir, mais il y a un pli ou quelques plis sur la feuille de papier. En fait, cet exercice, c'est on plie la feuille et quelqu'un dessine une partie, l'autre dessine une autre partie sans avoir vu, et puis on fait circuler le papier et une troisième personne ou la première dessine la fin du dessin. Donc, vous voyez ici, c'est sur les genoux, peut-être c'est où on fait la connexion entre une partie. Et donc, l'idée du cadavre ici, c'est cet exercice-là de, par exemple, en poésie, j'écris le premier vers, ce qui me vient à l'esprit. Je plie le papier et vous, quelqu'un parmi vous, écrit le deuxième vers sans avoir lu mon vers. On peut faire de cette façon. Donc, on va mettre des vers ou des phrases totalement décousues, sans connexion l'une avec l'autre. Une possibilité, c'est de lire seulement la phrase précédente. On ne va pas tout lire avant d'écrire, d'ajouter une phrase de plus. Donc, et c'est intéressant quand on est ici à l'ELB ensemble, qu'on peut faire cet exercice ensemble. Et c'est toujours intéressant et parfois on arrive de trouver des images poétiques assez intéressantes, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Et je vais vous montrer, il y a un livre là dans les fichiers.
qui s'appelle Les Champs magnétiques. C'est un livre de André Breton et de Philippe Soupeau. Le livre est composé, il y a des parties du livre composées à cette manière, selon cette manière. D'accord? C'est-à-dire que chacun écrit une partie du poème. Donc, revenons ici. Voilà. Donc, le manifeste surréaliste. Voyons là. Le seul mot de liberté est tout ce qui l'exalte encore parmi tant de disgrâces dont nous héritons. Il faut bien reconnaître la plus grande liberté d'esprit que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée. Reste la folie. La folie aussi est un autre élément important, une autre thématique importante pour le surréaliste. Et vous voyez que c'est autour de... il y a plusieurs éléments qui gravitent autour de la psychanalyse, dont la folie, l'inconscient, etc. Chacun sait en effet que les foules doivent leur internement qu'un petit nombre d'actes légalement répréhensibles. Voyons encore. Non. Là, c'est l'heure déjà de terminer, en fait. Ici, nous vivons encore sous le règne de la logique. Voilà, bien entendu, à quoi je voudrais en venir. Donc, il va faire une critique à la logique, au rationalisme, etc. Encore une fois, j'arrive pas à... Je sais pas pourquoi ça arrive. Donc, une critique à la logique, au rationalisme. Et d'accord. Patrice, je vois là que tu dois nous quitter, mais moi aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est... je vais vous indiquer... Donc, important, la semaine prochaine, on n'aura pas cours. On n'aura pas cours. On reprend donc le cours le 8 mars, la semaine suivante, mardi de la semaine suivante. Et je vais vous laisser une liste de textes, de poèmes ou de textes critiques ou historiques à propos du surréalisme pour lire dans la prochaine semaine, la semaine prochaine, comme vous serez libre, au lieu de jouer le carnaval, vous lisez des textes surréalistes. C'est beaucoup plus intéressant. Je plaisante parce que moi, j'adore le carnaval. Et mais c'est ça. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je me suis mis en mode pilote automatique et je ne vous ai pas demandé si vous aviez des questions. Pas de questions, maman. Merci, Rodrigo. Donc, n'ayant pas de questions, c'est bon, je vous dis merci, au revoir. Et d'ici à 2 semaines, d'accord? Au revoir. Et je vous laisse un message sur l'étape de l'exploitation. Au revoir. Au revoir, merci. Carnaval. Merci, bon carnaval à vous aussi. Et soyez prudents.